Sur la première, 7h37, nous sommes lundi 21 août, c'est l'heure de la rentrée qui a sonné dans presque tous les cantons de Suisse, rentrée scolaire mais aussi rentrée des apprentissages. Environ 70 000 adolescents commencent une formation cette fin d'été en Suisse. Formation duale, spécialité helvétique enviée par plusieurs de nos voisins, évolue à la vitesse grand V en même temps que la société, les métiers, notre rapport au travail, j'en parlais. Pour en parler ce matin, le plaisir de recevoir un acteur qui a vu la formation professionnelle beaucoup évoluer au cours de ces 30 dernières années. Bonjour Grégoire Eveco. Bonjour. Et merci d'être notre invité jusqu'à 8h dans notre studio de Genève. Vous êtes le directeur de l'Office pour l'orientation, la formation professionnelle et continue du canton. Bon, c'est une rentrée 2017 un peu particulière pour vous puisqu'il s'agit de votre 28e rentrée, sauf erreur. C'est aussi votre dernière puisque vous allez prendre une retraite anticipée au mois de novembre. Comment vous l'abordez, Grégoire Eveco, cette dernière rentrée ? Alors, la rentrée, on est en plein dans l'action, on n'a pas tellement le temps de penser aux projets futurs, c'est de trouver des places d'apprentissage, de faire en sorte que les jeunes, notamment les jeunes qui ont des difficultés ou des parcours scolaires particuliers, parce que c'est ceux-là qui ont des difficultés de trouver des places. S'il reste des places vacantes, c'est souvent parce que ces jeunes n'arrivent pas à rentrer dans le monde du travail, donc c'est une préoccupation constante, surtout en Suisse romande, c'est maintenant que la campagne se joue, les jeunes signent leur contrat d'apprentissage plus tard. Donc on est en plein dans le feu de l'action. Je le disais, ça fait quasiment 30 ans que vous êtes au feu, que vous voyez le monde du travail évoluer. Quels ont été les plus gros changements, les principaux virages ces dernières années pour vous ? Alors sur le travail et sur l'économie, c'est naturellement toute l'arrivée. Moi, j'ai commencé ma carrière à la fin des années 80. C'est toute l'économie digitale qui a complètement transformé la société, qui a transformé l'économie, qui a amené une accélération absolument incroyable. Quand j'ai commencé ma carrière, une ordonnance de formation, c'est-à-dire les règlements de la formation, ça avait une durée à peu près de 20 ans. Aujourd'hui, c'est 5 ans. Ah oui. Donc tout ça fait qu'on a une augmentation, une accélération. Et on disait à l'époque, il y a 40 ans, on a un métier, voire peut-être un et demi au cours d'une carrière. Ensuite, il y a 10, 15 ans, on s'est préparé à en avoir plusieurs. Aujourd'hui, est-ce qu'on peut encore parler de métier ? Est-ce que c'est un terme qui est encore adéquat ? Alors, il y a une réflexion à avoir là-dessus. D'ailleurs, la Confédération de secrétariat d'État à la formation y réfléchit. On est aujourd'hui obligé de parler beaucoup en termes de compétences. C'est ça, on est plutôt par rapport aux compétences, là, oui. Voilà. Bon, naturellement, il y a toujours les contours d'activités professionnelles et de métiers, mais un métier aujourd'hui est réalisé à travers des compétences techniques et puis toute une série de ce qu'on appelle les soft skills, ces compétences sociales. Mais par rapport aussi à un changement de ce qu'on peut évoquer aujourd'hui, c'est qu'on on a parlé au début où j'ai commencé ma carrière, on commençait à dire on va faire plusieurs métiers dans sa vie. Aujourd'hui, vraisemblablement, on fera plusieurs métiers dans sa journée. Ça, c'est une évolution, on appelle ça le slashering en anglais. Du mot slash, hein, c'est-à-dire je fais ça, slash je fais ça, slash je fais ça. C'est comme cette petite signalétique informatique, hein, les slashers, c'est ça, oui. Exactement, et on a aujourd'hui 10 à 15% déjà de personnes qui occupent plusieurs activités, et parfois des activités qui correspondent à leur intérêt, à leurs besoins de développement. Donc on a une sorte de somme de compétences, voilà, qui sont acquises et qui sont d'ailleurs entretenues tout au long de la vie avec la formation cours d'emploi, qui nous permettent d'accomplir plusieurs tâches par jour. C'est ça qu'on va faire, Grégoire Eveco, et qu'on fait déjà. Voire plusieurs formations. Plusieurs formations, oui. Plusieurs formations dans des domaines différents, et en fonction de ces intérêts, on va pouvoir les exercer. C'est des phénomènes qui sont aujourd'hui tout à fait perceptibles. Est-ce que la Suisse est bien préparée à ce changement qui est déjà en cours par rapport à ses voisins ? Alors la Suisse est très bien préparée, et tout le succès que vous évoquiez de notre système est lié en partie à ça. La Suisse est bien préparée parce que le système de formation en Suisse est très lié à l'évolution de l'économie, puisque c'est l'économie elle-même qui est porteur de ce système. Donc le mieux placé pour définir les évolutions nécessaires, que ce soit en termes technologiques, que ce soit en termes de compétences, c'est l'économie, et l'économie est très en lien avec la formation. Alors l'économie est très en lien,
les jeunes, on l'a dit, sont tout à fait au parfum. Est-ce que les institutions scolaires ou le système scolaire est toujours, lui, adapté à ça? On demande par exemple à un jeune de 11, 12 ans, 13 ans, de se projeter déjà dans un métier, hein, pour reprendre ce vieux terme, dans une filière. Est-ce que là, l'école d'aujourd'hui n'est pas complètement à côté de la plaque par rapport à ce qui est en train de nous arriver? Je dirais en tout cas pas complètement à côté de la plaque. L'école, le système scolaire, c'est un système qui est complexe. C'est un système qui doit répondre aussi à de nombreux paramètres. La formation en termes de temps, par exemple, nécessite du temps. Et même si l'économie va très vite, la formation, elle prend du temps. Donc, par contre, dans la perception des choses, on a parfois l'impression que, dans l'esprit en tout cas de la jeune génération, on a une évolution qui va peut-être plus vite que celle du système, des systèmes institutionnels. Parce qu'on n'a pas J'ose dire qu'un. que c'est un euphémisme que vous employez là? Non, non, pas du tout. C'est qu'on observe, notamment la question, d'ailleurs la question intergénérationnelle, ça va devenir un enjeu central de la société, parce qu'on a des jeunes générations qui évoluent très très vite et qui parfois, par rapport à leur état d'esprit ou à leur vision des choses, ont une vision qui va plus en avant sur celle de la société et des institutions. Oui, alors les tempos ne sont pas les mêmes. Là, on parle évidemment du système scolaire traditionnel et vous évoquiez ce changement terminologique. On parle plus de métier, mais d'acquisition de compétences, de soft skills ou social skills qui deviennent très très importantes. Est-ce que les systèmes scolaires dits alternatifs, mais le seront-ils encore dans quelques années, comme anthroposophique, l'école Steiner, l'école Montessori, ou qui ont de plus en plus de succès. Est-ce que ce type-là d'enseignement scolaire n'est pas plus adapté ou de plus en plus adapté aux nouvelles exigences de l'économie que le système scolaire traditionnel? Qu'en pensez-vous, Grégoire Eveco? Qu'en constatez-vous aussi, vous, dans votre pratique quotidienne? Alors, je ne dirais pas par rapport à ce genre d'écoles qui sont pas nouvelles et qui se sont inscrites dans des histoires pédagogiques qu'on connaît bien, aussi d'émancipation, de développement de l'individu. Mais je pense qu'il y a des modèles actuels comme l'école 42, que vous connaissez probablement, qui sont ces écoles qui reposent aujourd'hui sur des nouvelles bases et qui reposent aussi sur des nouvelles manières pédagogiques. Je crois qu'on va parler du numérique dans quelques Oui, instants oui. par rapport à l'école. Il y a là des réflexions par rapport à ces nouvelles formes d'enseignement. Il y a des réflexions à avoir par rapport aux MOOCs, hein, ces Les cours en ligne, systèmes oui. de cours en ligne. Donc je crois que là, on a une évolution, et ça, alors moi je l'ai vraiment constaté pendant ma carrière, une évolution des moyens d'enseignement qui aujourd'hui va très très vite. Et là, je pense qu'il va y avoir des conséquences. Et qu'on demande à un jeune de 11-12 ans de déjà, à ce moment-là, de sa vie, se fixer et choisir une filière. Je le disais, est-ce que c'est pas devenu quelque chose de complètement anachronique aujourd'hui? Alors, qu'on demande que l'école s'inscrive dans une volonté d'avoir des projets et que le jeune ait des projets, ça me paraît tout à fait logique. Ça donne du sens à la scolarité et ça donne du sens à sa formation. Maintenant, il faut savoir que ces projets-là seront des projets à durée déterminée, que ce ne sont plus des projets qui vont se poursuivre, que ce sont des projets biodégradables d'une certaine manière, Oh, qui jolie seront expression, oui. remplacés Oui, oui. qui seront remplacés par d'autres projets, mais qui font sens à un moment de l'existence. On sait aujourd'hui qu'à peu près 2 tiers des jeunes de 25 ans font autre chose que ce qu'ils ont appris. Donc on voit très très bien que la première formation, mais la première formation, elle est centrale, elle donne accès à un diplôme, elle est absolument capitale après par rapport à la suite de la carrière, mais on sait très bien qu'il va y avoir des modifications et des changements. Par rapport aux apprentissages, on parlait de la formation duale, qui est encore enviée par nos voisins, même jusqu'aux États-Unis. Est-ce que ce sera toujours le cas? Est-ce qu'on n'est pas un tout petit peu en train de se reposer sur nos lauriers, là? Bon, la formation duale, elle a ceci de particulier que je le disais tout à l'heure, elle est liée à l'économie et à son évolution. Et la Confédération s'interroge d'ailleurs actuellement avec une stratégie 2030 de la formation professionnelle sur les nouvelles lignes de la formation. Et la formation, ces 30 dernières années, s'est révolutionnée avec, par exemple, avec la création de la maturité professionnelle, la création des hautes écoles, etc.
Et aujourd'hui, elle poursuit son évolution. Alors moi, j'ai tout à fait confiance dans ce système et dans son adaptation par rapport aux réalités futures. Mais on l'entendait dans notre journal de 7 heures, Grégoire Eveco, le syndicat UNIA réclame de meilleures conditions d'apprentissage, dénonce une précarisation, par exemple, à cause des stages. Est-ce que vous partagez cette crainte d'UNIA? Alors sur la question des stages, sur la question de la précarisation de l'apprentissage de manière générale, non. D'ailleurs, on travaille, nous, avec les syndicats et avec UNIA en particulier. Lorsqu'il y a des situations qui sont à dénoncer, on y travaille avec eux. Sur la question, donc de Donc manière générale, UNIA dénonce à tort, là, pour vous? je dirais que, il n'y a pas une dégradation des conditions d'apprentissage. Sur la question des stages, par contre, nous, on le dénonce aussi depuis plusieurs années. Quand UNIA dit que les cantons ne font rien, c'est inexact. Il y a une problématique dans le domaine de santé sociale avec des stages qui sont proposés à des jeunes, qui sont souvent des stages non payés. Et ça, c'est tout à fait et totalement inacceptable. Malheureusement, on n'est pas toujours au courant, en tant qu'autorité cantonale de la formation professionnelle, on n'est pas toujours au courant de ces stages qui se contractent entre les institutions et les jeunes. Mais c'est naturellement des pratiques qu'il faut abolir. Oui, et qui sont légales ou illégales? On est à la limite, là? Alors, on est à la limite, on est dans une forme de zone grise parce qu'on n'est pas encore en formation et on n'est pas dans une situation d'emploi. À Genève, les syndicats et l'État ont défini des règles par rapport aux stages et ces stages sont considérés comme problématiques et nous les dénonçons aux autorités. Quand on est au courant, on les dénonce aux autorités qui sont chargées du travail. À partir d'un mois, un stage doit être rémunéré. Et donc là, ce sont des stages qui durent plusieurs mois, voire un peu Plusieurs plus même, mois. et qui ne sont pas du tout rémunérés, hein, défrayés à peine? Pas toujours. Pas toujours. Alors, en tout cas, pas rémunéré au sens d'un salaire. Oui. Nous considérons que ce qui serait normal, c'est que si on a ce type de stage, naturellement que c'est mieux qu'il y ait des places d'apprentissage, mais s'il y a ce type de stage, que ce soit des stages qui soient rémunérés selon les mêmes conditions que la première année d'apprentissage et qui soient contrôlés selon les mêmes conditions qu'on contrôle l'apprentissage. Est-ce que vous pouvez en estimer la proportion, Grégoire Eveco, rien que sur le canton de Genève, de ces stages non rémunérés? Ah non, moi je dirais, la proportion, je dirais que je pense que c'est entre une soixantaine ou septantaine de stages par année. De cas sur le canton de Genève, ouais. Voilà. Mais enfin, ça fait quand même quelques dizaines. C'est quelques dizaines de cas de trop. Là, c'est un appel que vous lancez aux employeurs, très, très solennel, si j'ose dire. Arrêtez avec ce type de pratique, hein. Tout à fait. Mais on a heureusement pas attendu qu'UNIA le dise pour le Oui. faire. On le fait, on le dit et on utilise aussi les médias pour le faire savoir. Oui, et le politique aussi, j'imagine. Est-ce que vous avez confiance en les autorités genevoises pour qu'elles prennent le taureau par les cornes, si je puis dire? Est-ce qu'elles sont en train de mettre quelque chose en place pour mieux contrôler les choses? Alors, la question des stages, d'ailleurs, c'est une question qui va au-delà de la question du pré-apprentissage et des jeunes Bien qui sûr. entrent en formation professionnelle. Il y a une problématique générale au niveau des stages qui a tout à fait été empoignée par les autorités genevoises, avec les partenaires sociaux et en partenariat avec les syndicats et les patrons pour définir un certain nombre de règles. Et c'est des règles aujourd'hui qui sont appliquées. Et aussi bafoué par quelques dizaines d'employeurs, on l'a bien compris. Bon, on va revenir à des questions d'informatique et de numérique, puisque vous les évoquiez en début d'interview, Grégoire Eveco. C'est dans la presse romande, en l'occurrence, Simon Cortet, la programmation et les algorithmes à l'école. Avantage à la Suisse alémanique, paraît-il? Oui, c'est une passionnante enquête dans le journal du Jura. Le quotidien biennois fait état d'un fossé numérique entre les programmes scolaires romans et alémaniques. Du côté germanophone, le plan d'études introduit cette année une nouvelle branche, médias et informatique. Pendant ce temps, la Suisse romande réfléchit, constate le quotidien, qui interroge l'un des responsables du plan d'études roman. Notre plan va moins loin que chez les alémaniques, reconnaît-il, parce qu'il est plus ancien. Il a été élaboré entre 2000 et 2009 et à l'époque, poursuit le roman, les smartphones n'en étaient qu'à leur début. Vous confirmez ce Rüstigraben en matière d'apprentissage du numérique, Grégoire Eveco? Alors non, je serais beaucoup plus prudent. Je dirais que quand on compare les situations de la Suisse alémanique et la Suisse romande, il faut toujours se garder de faire des conclusions trop rapides parce que les contextes sont très différents, les cultures sont différentes. Moi, ce que je peux dire par rapport à la formation professionnelle, c'est que
Et par rapport à la préoccupation de cette question aussi au niveau de l'éducation, c'est que tout le monde aujourd'hui en Suisse romande comme en Suisse alémanique, je peux parler de la Suisse romande, est tout à fait conscient de l'importance de pouvoir aujourd'hui de l'informatique et plus personne le conteste. Après, il y a des questions de méthode et M. Maradan que vous citez, qui est le secrétaire général de la CIP, quelqu'un qui est très en avance sur son temps en général, sait très bien de quoi il parle et effectivement, il annonce aussi une réflexion par rapport à ça. Au niveau des gymnases aussi, il y a des réflexions au niveau des différents cantons. On est dans un système fédéral, on peut avoir une approche globale, mais les cantons aussi gardent leurs compétences dans ce domaine. Ce que je peux dire aussi qu'à Genève, il y a une préoccupation très grande par rapport à ça. Faut-il, dès le plus jeune âge, comme le souhaitent certains politiciens, rendre obligatoire des cours de codage à l'école ? Alors ça, c'est mon avis personnel. Vous dites oui. Moi, je dis oui. Moi, j'ai un bureau qui est numérique. Je n'ai plus une feuille de papier. J'en ai une ici devant moi. C'est celle que vous m'avez donnée ce matin. Sinon, j'ai ma tablette et je n'utilise plus de papier. Et je pense qu'il faut aller dans ce sens. Il faut que les gens apprennent à programmer. Sinon, on va se retrouver dans une difficulté de comprendre la langue qui va être la langue d'usage d'ici quelques années. C'est une langue comme une autre, enfin, comme l'apprentissage de l'anglais, de l'allemand, etc., de l'italien. Le langage informatique est un langage qu'on doit enseigner. À partir de quel âge, selon vous ? Une dizaine d'années ? Un peu plus, un peu moins ? Alors là, je dois laisser les spécialistes de la pédagogie trancher. Mais je pense, moi j'ai un garçon de 7 ans, il se débrouille beaucoup mieux que moi avec ma tablette. Cela dit, utiliser une tablette... Mais il ne fait pas de la programmation. Voilà, c'est ça. On n'en est pas encore au stade de utiliser une tablette. On est en aval, au fond, comme utilisateur. Même un enfant de 3 ans arrive à faire défiler des petites applications sur un écran. Le codage, c'est encore autre chose. Là, on est en amont du processus. Est-ce que c'est pas confronter les jeunes trop tôt à quelque chose d'assez complexe, ma foi ? Qu'en pensez-vous ? Avec des jeunes qui ont des cerveaux très perméables et qui ont des capacités d'apprentissage qui sont très bonnes. Donc je pense que c'est peut être tout à fait réaliste en 10-11 ans de commencer à apprendre ces codes, que moi je ne connais pas personnellement. Ni moi, ni je crois personne autour de cette table. En regardant mes collègues, les diplômés des hautes écoles, on revient aux questions universitaires, sont souvent moins bien payés que les universitaires. Justement, c'est à lire Sandra Timmerly dans la presse alémanique. On va essayer de comprendre pourquoi, peut-être avec notre invité dans un instant. Le système des formations a énormément évolué ces dernières années en Europe, mais aussi en Suisse, rappelle tout d'abord l'Aargauer Zeitung. L'une des principales nouveautés étant certainement que les hautes écoles ont été admises dans le système de Bologne. Mais voilà, les anciens étudiants de ces hautes écoles, ceux qui ont fait leurs études avant ce changement, ne demandent souvent pas l'équivalence du bachelor et donc gagnent souvent nettement moins sur le marché du travail que ce qu'ils devraient. Là aussi, quel est votre constat, Grégoire Révéco ? Les diplômés des hautes écoles, souvent moins bien payés que ceux qui ont fait l'université, c'est juste ? Alors, moi je dirais que le problème... Pour moi, en tant que responsable de la formation, c'est la question de la qualité de la formation et ce qui n'est pas remis en question. En tout cas, dans ce que vous évoquez là, c'est la question de la qualité de la formation. Après, au niveau du marché du travail, comment des nouvelles formations encore ? Le système DHES est un système encore récent. Comment et la question de la rétribution qu'on a aussi avec les CFC, on a aussi ces questions d'ailleurs que les syndicats évoquent souvent, de dire que quelqu'un qui a un CFC ne serait pas rétribué à sa juste valeur par rapport à ce qu'il présente. C'est certainement des questions qui sont importantes, mais je resterai prudent par rapport aux comparaisons, puisqu'ensuite, c'est la question de comment est-ce qu'on intègre les compétences dans le marché du travail, comment ces compétences sont intégrées dans le marché du travail. On entend aussi souvent des universitaires se plaindre, notamment pour les premiers emplois, considérant que les salaires qu'ils ont ne sont pas adaptés par rapport à leurs études et par rapport à leur niveau d'études. Donc, je pense qu'il faut être prudent et surtout se garder de faire une comparaison dans la qualité de la formation de ce qui est universitaire et hautes écoles. Vous savez que c'est un thème qui heureusement, dont on parle aujourd'hui beaucoup moins, mais les deux formations sont des formations de très grande qualité et les deux amènent
à mon avis, des perspectives d'emploi intéressantes. Et parfois, même sur certains plans, une HIS et une université peuvent être en concurrence aussi. On en a parlé sur cette antenne. Alors, ce sera le dernier sujet, mais qui concerne les jeunes générations. La révision de l'AVS soumise au peuple le 24 septembre est une réforme équitable. Ça, c'est une citation à lire dans la presse alémanique, Sandra. Une solution équitable, oui, c'est le père, entre guillemets, de cette réforme qui le dit, Alain Berset, en grande interview dans la Luzerner Zeitung, lorsque le journaliste lui fait remarquer que les jeunes, les femmes et les rentiers passeront à la caisse, que les hommes de plus de 45 ans et les petits salaires recevront plus. Le ministre répond: j'ai l'impression que nous ne parlons pas du même objet. Et d'ajouter, aujourd'hui, dans le deuxième pilier, 1,3 milliard par année passe des jeunes aux vieux. Avec la révision, on baisse le taux de conversion et répare en grande partie cette injustice. Et à Alain Berset de conclure, c'est un gros progrès. Grégoire Eveco, évidemment, c'est une votation qui concerne beaucoup les jeunes travailleurs et ce qu'ils doivent accomplir pour les retraités ou les futurs retraités que nous serons. Est-ce qu'il y a peut-être une génération qui va devoir se sacrifier pour une autre ? Alors moi, j'aime pas cette notion de sacrifice, parce que je pense que tous les contextes vont changer. Ce que je pense, c'est que nous, en tout cas, on est une génération qui a été gâtée, de pouvoir partir aussi au moment où on a envie de partir. Les baby-boomers, oui. De pouvoir partir dans de bonnes conditions. Je pense que à terme, à travers des notions telles que le revenu universel, toutes ces notions qui vous y êtes favorable, tiens, en passant? Alors moi, je pense qu'on va devoir aller vers des formes différentes de sécurisation des parcours de vie. Mmh. Mais le RBI tel que nous l'avons, tel que celui sur lequel nous avons voté il y a quelques temps, oui, non. Je pense que là, je n'avais pas voté en faveur de ce revenu, mais je pense que la réflexion doit se poursuivre dans ce sens, à travers des formes de sécurisation du parcours de vie, tout au long du parcours de vie, et plus seulement pour la fin. Donc il faut imaginer un système alternatif, au fond. Oui. La retraite, tiens, c'est mon avis. Puisque nous y sommes, enfin vous y serez bientôt, retraite anticipée, Grégoire Eveco, comment abordez-vous cette période de votre vie ? Alors moi, je l'aborde comme une transition vers une activité d'indépendant. Alors pas forcément une activité lucrative, mais quand on a été salarié toute sa vie et qu'on peut vivre ensuite du capital investi, ce qu'on appelle la rente, on peut retrouver son indépendance et on peut, ce qui sera mon cas, donner plus de place aussi à la réflexion qu'à l'action, et j'envisage ça de manière très sereine et avec beaucoup de joie. Ce n'est pas la fin du travail, mais ce sera un travail plus indépendant, c'est ça. C'est peut-être ce qui va concerner beaucoup de monde à l'avenir, non ? C'est ça, oui. Oui, vous serez peut-être un exemple, qui sait. Merci beaucoup, Grégoire Eveco, d'avoir été Merci à vous. Notre invité ce matin. Vous êtes le directeur de l'OFPC, Office pour l'orientation, la formation professionnelle et continue à Genève. Excellente journée à vous.